Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Je pense que j'ai tellement manqué de communication quand j'étais plus jeune que c'est pour ça que j'ai autant besoin de parler et de dire autant de choses sur scène qui sont quand même assez intimes et tabous. Nouvel épisode des gens qui doutent, on revient à du stand-up puisque cette semaine je reçois Tania Dutel. Tania fait de l'humour depuis une dizaine d'années, elle a commencé d'abord par de l'absurde et puis aujourd'hui est dans un registre nettement plus terre-à-terre, assez direct. D'ailleurs plein de journalistes disent d'elle qu'elle est trash alors que concrètement c'est juste qu'elle dit des choses de manière assez frontale sans rien chercher à édulcorer et surtout qu'elle parle de choses qu'on n'ose pas vraiment dire en public parce qu'on pense qu'on est les seuls à les ressentir, à les vivre, genre ceci par exemple. J'aime pas l'été, j'aime pas quand il fait chaud. En fait, je suis toujours très mal à l'aise quand je dois me lever de ma chaise et qu'il y a la trace de marée dessus. Moi, je me lève pas d'une chaise, genre il s'est rien passé, hein. Moi, quand je me lève d'une chaise, je dois faire ça. J'efface la trace. Vous saviez qu'il y avait du Roundup dans les tampons ? C'est du désherbant. Et visiblement, c'est nécessaire, sinon il n'y en aurait pas. Et moi, je mets pas de tampon, du coup, je mets du Roundup de temps en temps. Vous aussi, quand on vous demande votre poids, vous enlevez toujours 10 kilos. Je le fais tout le temps parce que j'ai honte. Sauf au ski, j'en enlève que 5 parce que je me dis si ma vie dépend du réglage des skis. Ça vous est déjà arrivé qu'une personne vous plaise ? Et qu'après, elle parle ? C'est un extrait d'un de ses passages à Montreux, il y en a d'autres qui sont dispo sur YouTube. Elle a aussi un 30 minutes sur Netflix dans le programme Humoriste du Monde. Là, elle vient de commencer à jouer son nouveau spectacle à l'Européen à Paris et un petit peu partout en tournée. Il s'appelle Les Autres et il parle de ces autres qui nous gâchent la vie, qui nous jugent. Et Tania, il raconte des trucs qui lui sont arrivés, parfois assez légers, genre la fois où elle a couché avec un fétichiste des pieds, parfois plus anxiogènes, genre un date qu'elle a eu dans les catacombes interdites de Paris où elle a cru qu'elle allait crever, voire des situations beaucoup plus graves puisqu'elle aborde aussi le sujet du viol dans son spectacle. Moi, je suis allée le voir la veille de cet enregistrement, donc il y a pas mal de sujets dont j'avais envie qu'on parle ensemble. Par exemple, pourquoi elle ressent le besoin de parler de choses vraiment intimes sur scène, de la façon dont elle a écrit le passage sur le viol, de manière à ce que ça ne ressemble pas un peu à une prise d'otage du public qui de base était venu pour rire, de ce qu'il manque dans la fiction actuelle selon elle, de la peur du jugement des autres, dans nos métiers ou dans nos vies, du stress qu'elle a ressenti pendant son tournage avec Netflix et de comment justement ça a changé sa façon d'appréhender le stress maintenant, de comment elle développe une idée et du fait que dans ce milieu, les gens ont généralement des objectifs assez précis tandis qu'elle, elle préfère se laisser porter. J'espère que tout ça vous plaira. Tu penses que tous les stand-uppers sont fucked up ? Je pense que la plupart des stand-uppers sont fucked up, ouais. Parce qu'il faut quand même être un peu fucked up en vrai pour monter sur scène, puisque la plupart des gens normaux, entre guillemets, disent « Je pourrais pas faire ce que vous faites ». Donc je pense qu'il faut qu'on ait quand même un petit grain. Ouais, mais il y a aussi plein de gens qui disent je pourrais pas faire ça, et en fait, s'ils pourraient, c'est juste qu'ils ont peur, comme n'importe qui. Ouais, certainement. En même temps, peut-être que dans 10 ans, il va y avoir plein d'affaires qui vont sortir où en fait, la plupart des stand-uppers, c'était des tueurs en série ou des gens qui faisaient des trucs chelous. Non, je pense que justement, c'est sain qu'on extériorise d'une manière un peu chelou comme le stand-up pour justement ne pas tuer des gens. C'est vrai. Peut-être c'est tous ceux qui ont pas fait le stand-up qui vont, en fait, on va découvrir que c'était des serial killers. Ah, peut-être, alors que du coup, ce serait la solution au meurtre, de monter sur scène. Humour LV2. Ouais. T'as regardé ? Bah ouais. Mon Dieu. Je pense que j'ai passé 3 jours avec toi à regarder tout ce qu'il existe. Ah ouais ? À écouter tout ce qu'il existe de toi. Oh là là. Ouais. Donc maintenant, je sais vraiment à quel moment tu te fais chier parce que ça s'entend de ouf. Et où vraiment tu réponds par politesse. Ouais. Donc voilà, sache que je le sais. Ok. Bon, c'est vrai que je cherche pas forcément à cacher les trucs. Et je sais que ça se voit tout de suite sur mon visage quand il y a un truc je me fais chier. Si quelqu'un m'emmerde, ça se voit tout de suite sur mon visage. J'essaie pas de le cacher. Donc effectivement, ça m'étonne pas. Les gens, ils trouvent que ils pensent que t'es pas sympa. Les gens pensent que je suis pas sympa. La plupart des gens avec qui je suis pote aujourd'hui m'ont dit qu'au début, ils pensaient que j'étais une connasse, ouais. Ouais. Ok. Et tu t'en fous. C'est pas que je m'en fous, c'est que j'ai aussi été un peu obligée de mettre en place cette barrière-là
parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas très sympas dans ce milieu et donc c'est un peu une barrière en mode c'est moi qui décide après si je parle aux gens ou pas. Ok, ouais. Et ça marche? Et ça marche de ouf. Bah ouais. Parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui m'approchent pas trop. Et donc, c'est moi qui choisis, en fait, à qui je veux aller parler. L'élu. Voilà. Chosen one. Ok. Mais toi, t'es aussi un peu comme ça, en vrai. Moi, je sais pas si j'ai l'air pas sympa ou si c'est juste que j'ai l'air tellement mal à l'aise que les gens se disent je vais pas en rajouter en lui parlant. Ah ouais? Je sais pas, je pensais peut-être ça. Mais ou sinon, les gens, ils se disent ouais, elle est chelou comme ça, dans son coin, pas trop parler et tout. Mais ouais, je sais pas. Mais ouais, en effet, j'ai pas... On se dit pas, je vais aller lui parler, elle est solaire. Ouais, ben voilà. Elle dégage un truc. Ouais. Je veux récupérer un petit peu de son énergie. Une bonhomie. Voilà. J'ai envie d'avoir un peu d'elle en moi. Ouais. Alors, oui, mais t'arrives quand même à... Parce que j'ai l'impression que faire du stand-up, ça fuck un peu tous les rapports humains qu'on peut avoir. Parce que les gens, soit c'est des gens qui sont pas du tout du milieu et donc ils inventent une sorte de piédestal un peu chelou parce qu'ils pensent qu'on a des vies de zinzin et que au moins d'autres trucs qui disent ah ça vient dans une chronique. Non, vraiment pas. Ou alors juste il y a un truc, enfin je sais pas, comme tous les stand-uppers ont des égos un peu abîmés, un peu bizarres et tout, c'est assez compliqué je trouve d'arriver à coexister. Avec le monde extérieur, c'est ça? Les deux. Les deux, bah ouais, c'est déjà je trouve qu'on se coupe de pas mal de vie sociale en faisant ce métier pardon, parce que comme on est un peu obligé d'aller dans les comedy clubs un peu tous les soirs, bah finalement on fait que bosser parce que la journée on écrit, le soir on bosse. Donc déjà on se coupe pas mal de la vie sociale, ouais. On est un peu seul. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui. Ouais. Oui. OK. Au pire. Mais toi, t'écris vraiment toute la journée? Ah non, j'écris pas toute la journée. C'est vraiment des phases où c'est comme ça. Mais tu vois, même là, si le spectacle il est écrit, ben il y a toujours des trucs à rebosser, donc je rebosse dessus. J'enchaîne, tu vois, avec l'émission du Barbès que je vais faire. Il y a toujours plein de trucs. Plus la thérapie. Ça prend du temps. Et ça prend du temps la thérapie. Donc tu vois, c'est pas plus le sport, plus tous ces trucs. Donc au final, quand tu regardes le lundi, enfin le dimanche soir avant de te coucher, ton planning de la semaine, t'es là. Ok, en fait, j'ai pas beaucoup de temps pour bosser pour moi, mais j'ai quand même beaucoup de trucs de taf à faire. Est-ce que tu mets ta thérapie en frais professionnels? Non, mais il faudrait. Faudrait de ouf. Il faudrait de ouf parce que ça sert aussi à mon spectacle en vrai. Bah ouais. Ouais. Et du coup, comment tu l'as écrit les autres? Parce que t'as fait un peu des bouts en plateau ou bien t'as un truc qui s'est dégagé tout de suite directement Alors déjà, j'étais en galère parce que c'est au mois de mai ou de juin, j'ai dit j'ai pas du tout envie de remonter sur scène avec l'ancien spectacle. Donc il faut que j'écrive très rapidement un nouveau spectacle. De mon ancien spectacle, j'avais écrit une 20aine de minutes entre les deux confinements, donc que j'avais joué entre août et octobre. Donc ça, je les ai gardés parce que je les ai sortis nulle part et je trouvais ça dommage de jeter déjà du matériel. Donc j'ai gardé j'avais peut-être pas 20, peut-être 15 minutes, j'ai gardé ce temps-là. Et donc il a fallu que je trouve d'autres trucs. Je suis allée chercher loin dans des trucs que j'ai commencé à écrire il y a longtemps parce que mine de rien, les confinements ne m'ont pas du tout inspiré vu que je n'ai rien vécu. Donc je savais pas du tout sur quoi écrire. Donc je suis vraiment allée chercher loin des histoires et je me suis mis une deadline le 20 juillet. Je devais présenter une demi-heure aux Maisons One More et donc il fallait que j'ai une demi-heure pour le 20 juillet. Donc j'ai bossé comme ça. Après, j'ai fait aussi une demi-heure avec toi au mois d'août au Kings où j'ai essayé de faire d'autres trucs. C'était une autre demi-heure? C'était, je devais avoir 15 minutes de ma première demi-heure. En gros, je devais avoir un autre 15 minutes. Et j'ai refait encore une autre demi-heure fin septembre où là, j'avais encore 15 minutes des deux demi-heures et encore un autre 15 minutes. Donc j'ai bossé comme ça. Et après, entre-temps, je faisais beaucoup de comedy club où je faisais des 10-15 minutes. Ok. Et du coup, là, ton premier, tu l'as capté? Mon premier, je l'ai pas capté. Et ça te rend pas un peu triste quand même? Ben, oui et non, parce que mon premier, ça a été... j'ai lâché une demi-heure à Netflix, donc il a fallu que je réécrive une demi-heure. J'ai lâché... Quand tu joues chez Netflix, tu peux pas le rejouer après? Tu peux le rejouer, mais tu peux pas le capter. D'accord.
Donc moi, je l'ai joué jusque fin décembre et après, ça sortait, on a tourné en juillet 2018, ça sortait le 1er janvier 2019. Donc jusqu'en décembre, je l'ai joué, j'ai gardé quelques trucs encore après parce que je trouvais qu'ils allaient vraiment bien dans mon spectacle. J'ai gardé genre 5 minutes et j'ai réécrit tout le reste. Après, il y a eu Montreux où j'ai encore lâché du matos. En gros, à chaque fois que je faisais une émission, je lâchais du matos et je pouvais pas à chaque fois tout réécrire. Donc en vrai, il y avait quand même pas mal de trucs de mon ancien spectacle qui étaient déjà sortis. Et le reste, je sais pas, j'avais pas envie de... J'ai gardé des trucs que j'ai captés pour le dernier Montreux ou pour d'autres trucs. Et le reste que j'ai gardé, c'était pour mon nouveau spectacle là. Le fait de lâcher à chaque fois du nouveau matériel, est-ce que c'est un truc que toi tu t'imposes ou est-ce que c'est un truc qu'on te demande ou est-ce que c'est un truc où t'as été saoulé? Moi, ça m'a vraiment marqué là, il y a pas longtemps. Les gens qui cassent les couilles parce qu'ils voient souvent les mêmes vidéos de nous sur Internet sans se rendre compte que ça prend du temps d'écrire, qu'il y a eu 2 confinements, que à chaque fois on lâche des trucs, mais du coup les gens n'ont plus d'intérêt à venir nous voir en spectacle s'ils ont déjà tout vu. Et du coup, c'est pourquoi tu fais ça? Effectivement, en fait, c'est un peu bâtard parce que d'un côté, il y a des gens qui sont pas contents de revoir des trucs sur scène qu'ils ont déjà vu en vidéo, et d'un autre, encore aujourd'hui, on me réclame le sketch de l'esthéticienne qui est sorti il y a 5 ans en télé. Donc, je le joue plus depuis vraiment très longtemps, ce sketch-là. Donc, voilà, il y a des gens, ils veulent revoir des hits. Il y en a, ils veulent rien revoir. Donc, ça, c'est un peu bâtard. Moi, dans mon nouveau spectacle, du coup, j'ai le passage du fétichisme des pieds que j'ai gardé aussi parce que je l'avais écrit juste avant la pandémie et que j'aime encore beaucoup le jouer et il va bien dans mon spectacle. Mais après, il va y avoir un tout petit truc qui va sortir à Montreux, sinon je vais dégager le reste et je vais faire en sorte d'écrire après des passages que je ferai à la télé, mais j'ai plus envie de lâcher autant du spectacle. J'ai plus envie de faire ça parce que ça m'a demandé trop d'énergie sur le dernier de devoir tout le temps remplacer. Donc en fait, mon dernier spectacle ne s'est jamais fixé. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas de titre parce qu'en fait, je le change absolument tout le temps. Donc là, j'ai plus envie de faire ça. Et donc là, pour celui-ci, il y a un titre, il y a un fil rouge. Ouais. Et du coup, est-ce que tu vas, vu que c'est un fil rouge qui est les autres qui cassent les couilles, c'est quand même assez large pour que tu puisses remplacer des histoires. Mais est-ce que du coup, tu vas le fixer à un moment? Ou est-ce que tu vas laisser pareil de la place? Je me mets pas la pression sur ça parce que aujourd'hui j'ai envie de le fixer, mais peut-être que la semaine prochaine je me dirai non, il y a des choses. Déjà il y a des passages que je veux enlever parce que je sais que ils sont pas au niveau par rapport au reste. Donc je sais que si j'ai une idée d'un autre truc, je vais pouvoir le mettre dedans. Je me mets pas la pression sur ça. Là pour l'instant j'aime beaucoup mon spectacle. Je sais qu'il y a encore des choses à améliorer comme ça sera jusqu'à la dernière représentation. Mais je me mets pas de pression comme ça, je verrai. Ok. Mais je voudrais le fixer au max quand même. Ok. Et le fil rouge, c'est un peu que les gens, on vit un peu pour eux parce qu'ils vont toujours juger ce qu'on fait. Donc la plupart de nos décisions, on les prend vis-à-vis d'eux. Quand est-ce que t'as pris conscience de ça? Je crois que je m'en suis... je l'ai toujours su, comme je pense on le sait tous. Mais je crois que j'ai vraiment commencé à le comprendre et à l'intérioriser au premier confinement. Et c'est là où je m'étais dit, le prochain spectacle sera sur les autres. Et pourquoi ça t'a marqué au premier confinement? Je sais pas, je pense que je devais me remettre en question sur plein de trucs comme tout le monde. Et tu sais, j'ai dû faire un tour de ma vie, je pense. Et me dire que effectivement, je vivais pour les autres. Mais je crois qu'on fait vraiment tout ça. Genre, tu faisais quoi qui était pas pour toi? Déjà, le simple fait de rentrer mon ventre, c'est clairement pas pour moi que je le fais. Le fait, comme je dis dans mon spectacle, de me retenir de péter devant les autres, c'est pas pour moi que je le fais. Tu vois, il y a des trucs sur lesquels je commence à me détendre. Par exemple, il y a des sujets dans mon spectacle dont je voulais pas du tout parler avant. Et j'ai compris que de toute façon, que quoi que je dise, on allait me juger pareil. Donc il y a des trucs sur lesquels j'arrive à me détendre aujourd'hui. Mais sinon, tout le reste, quand on se maquille pour faire un passage télé, c'est pour avoir l'air bien à l'écran, parce que sinon, à cause des couleurs, tu peux avoir l'air trop blanche, tu peux avoir l'air trop jaune, tu peux avoir l'air de toutes les couleurs. On fait tout pour tout le temps. Et maintenant, t'as l'air de tomber de haut quand je te dis ça. Non, c'est juste que le savoir de manière factuelle, oui, on le sait tous, mais en prendre réellement conscience
Et se poser vraiment la question, ça, est-ce que je le fais parce que j'ai envie de le faire et tout? On le fait pas tant et on est tellement un peu dans un truc automatique qu'on se Ouais. pose pas trop la question, quoi. Mais parce que moi, j'en ai un peu marre de me pourrir la vie à cause des autres. Et tu vois, par exemple, avant, en stand-up, je me mettais beaucoup de barrières parce que je me disais, il y a des choses dont je peux pas parler parce que mes parents, un jour, vont voir mon spectacle. Et un jour, j'ai passé la barrière de mes parents. Et je me suis autorisé beaucoup plus de choses. Et quand ils sont venus voir mon spectacle, j'étais pas la personne la plus heureuse du monde. Mais le reste du temps, je suis vraiment très à l'aise avec ce que je fais. Et de quoi t'avais peur? De leur jugement, parce que je suis quand même leur fille, je parle de sexualité, je pense que c'est pas hyper évident pour eux, quoi. On va pas se mentir. Il y a toujours le joker de ouais, mais c'est des histoires, c'est pas vrai. Oui, sauf que je n'arrête pas de dire tout le temps que ce que je raconte, c'est ma vraie vie, donc... T'as jamais mytho sur scène? Non. À part dans les détails romancés, quoi. Voilà, je peux romancer un peu, sinon, non, j'ai jamais menti sur scène. Et du coup, comment ils ont réagi quand ils ont vu ton spectacle? Ils m'ont rien dit, donc au moins comme ça, c'est fait, hein. Si, mon père, il m'a dit, dis donc, c'est de plus en plus trash. Et ma mère m'a rien dit. Donc, voilà. Ok, on communique beaucoup. Je viens vraiment d'une famille où il y a énormément de communication. Communication était le maître mot. Ils avaient vraiment voulu l'inscrire sur toutes les portes de toutes les chambres pour qu'on l'intègre vraiment tous les jours. Et je pense que j'ai tellement manqué de communication quand j'étais plus jeune que c'est pour ça que j'ai autant besoin de parler et de dire autant de choses sur scène qui sont quand même assez intimes et tabous. Et pourquoi t'as besoin justement que ce soit aussi intime? Parce que j'aime bien l'idée que je sais que beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que je raconte et de faire en sorte de dédramatiser ces sujets-là où des personnes n'oseraient pas en parler et en fait de faire en sorte que ces sujets intimes deviennent normaux parce que pour moi c'est pas censé être des sujets aussi intimes et aussi tabous. J'ai vraiment envie que ça devienne des sujets normaux. Et du coup, je vais terminer la phrase que j'avais commencée il y a 16 minutes. Dans Humour LV2. Ouais, oui. On avait oublié. À un moment, tu dis que t'as voulu être humoriste parce que t'avais l'impression que ça pouvait faire bouger les choses. Ouais. Et c'est pour toi, qu'est-ce que pour toi t'as réussi à faire? Tu vois, là, j'ai un exemple concret de ce matin. C'est que j'ai reçu un message sur Instagram d'une fille. Attends, je fais une capture écran. Je fais une capture écran pour l'envoyer à quelqu'un en disant, regarde, tu vois, c'est pour ça que je fais ça. Donc, une fille qui est venue voir mon spectacle hier avec une de ses amies. Et donc, tu sais, je parle du viol. Et elle m'a dit, grâce à toi, je crois que l'amie très proche avec qui je suis venue te voir a enfin compris que oui, ce qu'elle avait subi était bel et bien un viol. J'ai déjà reçu un message comme ça il y a 2 semaines, le lendemain où j'ai joué à Nantes. Ouais. Donc voilà, pour moi, ça fait partie aussi de faire bouger les choses. Et comment tu fais pas la part des choses, mais comment tu as décidé déjà d'en parler? Parce que c'est un truc dont personne n'a envie de devoir parler, j'ai l'impression. Et comment t'as mis la limite entre c'est un spectacle de comédie, mais je veux parler de ce sujet-là parce qu'il est extrêmement important? J'ai voulu en parler parce que vraiment, déjà quand le hashtag MeToo est sorti, que je voyais plein de gens qui disaient qu'on mentait, qu'on en faisait des caisses, déjà j'étais un peu vénère, tu vois, comme beaucoup de gens, que ce soit des hommes ou des femmes. Et là dernièrement, j'avoue que quand l'histoire sur Harry Habitant est sortie, présomption d'innocence, on le rappelle, on ne sait pas s'il a violé quelqu'un. Harry qui est accusé d'avoir violé une fille. Voilà, mais on ne sait pas si c'est le cas, il y a présomption d'innocence, on est d'accord. De voir que la plupart des gens étaient d'accord pour dire qu'elle avait menti. Il y a eu, je sais pas si t'as vu un passage de Bernard Montiel aussi dans TPMP. Non, j'essaye de pas regarder ça. Moi non plus, je regarde pas TPMP. Non, mais même les extraits, okay. Parce que sinon je suis dégoûtée de la vie. Ah oui, écoute, donc c'est Bernard Montiel qui parle et qui dit que c'est un ami de Harry Habitant et qu'il le connaît très bien et que il est en couple avec quelqu'un et que maintenant il est au clair avec toutes les femmes, disant qu'il ne veut ni se marier ni avoir d'enfants et que donc c'est certainement une revanche. Et d'ailleurs le lendemain il a reçu beaucoup de menaces, donc il est extrêmement désolé pour ses propos. Oui, je pense qu'il peut l'être. Mais donc tu vois, de voir tout le temps ce genre de choses ressortir, je me dis mais à quel moment on part du principe
avant toute chose qu'elle ment. Comment on peut... Peut-être qu'effectivement elle ment parce que oui, il y a des femmes qui mentent, mais comment on peut partir du principe qu'elle ment? Parce que d'abord, on va pas... Enfin, il a quand même fait de la garde à vue, donc c'est pas anodin, quoi. Et donc, c'est vraiment ça où je dis, là, vraiment, je peux plus, j'ai envie de parler de ce sujet-là. Et effectivement, dans un spectacle de stand-up, ça peut être compliqué. C'est pour ça que ça manque encore de blagues, mais le passage est quand même drôle. C'est pas genre un 10 minutes où c'est un flottement total dans la salle. Il y a quand même des blagues, j'arrive quand même à faire rire avec ce sujet. Et donc, j'ai envie encore de pousser plus loin parce que j'ai pas non plus envie de parler de ce sujet et que ce soit le moment larmoyant du spectacle. Parce que j'avoue que moi, dans les stand-up, les moments où les humoristes veulent nous faire pleurer, j'avoue que moi, je n'aime pas ça. Faire une Anna Gatsby. Ben, j'ai pas, c'est dans son deuxième spectacle. Non, c'est le premier Anna. Ah, mais tu vois, je me rappelle pas, mais c'est, tu vois, il y a des trucs, ok, c'est touchant et tout, mais qu'on part du principe de je veux faire pleurer les gens. Moi, j'aime pas ça parce que les gens sont pas venus pour ça. Donc, pour moi, c'est important de faire un truc drôle sur ça. Et écoute, là, je suis quand même assez contente de ce que j'ai réussi à faire avec ce passage-là. Alors que c'est seulement la troisième fois que tu le faisais. C'est la troisième fois que je le jouais, ouais. Et à chaque fois, le public était... À Nantes, quand j'ai fini ce passage-là, ils ont applaudi pendant genre longtemps. Vraiment longtemps. La semaine dernière aussi, ils ont applaudi direct. Et bah, hier aussi, t'étais là pour... Alors que tu vois, je demande pas... Enfin, je dis pas c'est le moment pour vous d'applaudir. C'est, je sais pas, on dirait que les gens, instinctivement, ils y vont. Donc, visiblement, ça veut dire qu'ils reçoivent quand même bien le truc, quoi. Et ils comprennent pourquoi j'en parle. Et ça, du coup, tes proches vont le voir. Ouais. Des gens à qui t'en as peut-être jamais parlé. Ouais. Et ça, est-ce que ça te fait d'autant plus peur que quand tu parles d'intimité plutôt genre sexuelle ou des trucs un peu cocasses? Ça me fait peur, mais je me dis que bah ça sera une phase à passer et après ça ira. En tout cas, j'ai pas envie que ma peur fasse en sorte que j'arrête de faire ça, de parler de ça. Donc je prends sur moi. J'en ai parlé à mon psy ce matin. Ah oui, c'était bien. C'était super. Est-ce qu'en vrai, des trucs que tu fais en thérapie, enfin des cheminements ou des réflexions de thérapie, te font écrire des trucs? Non, je crois pas. Ça me fait comprendre des trucs, mais écrire... Après, j'ai commencé il y a pas très longtemps, donc peut-être que ça viendra plus tard, mais je crois que je comprends des trucs qui me dirigent vers d'autres trucs, tu vois. Mais de là à me dire, je veux écrire sur ma thérapie, non. Peut-être pas écrire sur la thérapie, mais mieux, enfin, tu vois. Ouais. Tu vois, les carcans des trucs. Faudrait que je l'enregistre au dictaphone pour après reprendre ce qu'il dit. Moi, je fais ça. Toutes mes sessions, elles sont toutes enregistrées. C'est vrai? Par date. Mais je les ai jamais réécoutées, mais je me dis un jour, tu sais. Peut-être. Ah, c'est un beau souvenir. À mon procès. Que tu pourras, ou tu pourras offrir à tes enfants. Ouais. Ça, c'est la thérapie de maman. Putain, mais quelle angoisse. Ah ouais, de ouf. Ou cadeau de mariage pour ton mec ou ta meuf, quoi. Cadeau de mariage, bim. Ah ouais, Petite clé USB. Veux-tu mieux me connaître? Il y a vraiment très peu de cas où c'est une bonne nouvelle de recevoir une clé USB. Si, pour les pots de départ, on te donne toujours une clé USB avec des photos de toi et tous tes collègues, quoi. Je sais pas, moi j'ai trop l'image d'un truc quelqu'un qui te tend la clé USB et qui te dit genre, tu sais ce que t'as fait. Mais ça, c'est dans les films. Oui, bah écoute, oui. Ah, écoute, moi, dans la vraie vie, effectivement, j'ai reçu ma clé USB pour mon pot de départ de mon ancienne entreprise. Et Tu bossais dans quoi encore? je bossais dans une école d'audiovisuel. Ah oui, où t'avais fait des études et puis ils t'ont Ouais. rappelé. Ok. Ouais. Et t'aimais ça quand même ou? Ouais, j'aimais bien ça, en vrai. C'était pas du tout ma passion, mais moi, je suis quelqu'un de très organisé, très carré, tout ça. Et c'était faire des contrats, faire des trucs comme ça m'a pas... J'aimais bien. Et tu voulais faire quoi de base? De base, je voulais être médecin. Pourquoi t'as pas fait médecine du coup? Parce que en terminale, je me suis rendu compte qu'il y avait encore trop d'années d'études à faire et que je devenais nulle en maths. J'ai dit, écoute, je n'ai pas envie de souffrir. Et en vrai, je voulais être médecin légiste. Et d'ailleurs, ce que je dis dans mon spectacle est vrai sur le fait que je me suis dit, je vais les prendre déjà à mort, comme ça, il y aura pas. C'est vrai. C'est un cheminement que j'ai eu dans ma tête quand j'avais 18 ans, parce que j'avais peur de pas réussir à sauver des gens. Et j'avais pris contact avec un médecin légiste qui m'avait dit que c'était 14 ans de spécialisation et que 14 ans. Voilà, donc j'étais étonnée que ce soit plus d'études que pour des gens vivants. Et surtout, il m'avait dit qu'à moins d'être dans une grosse ville,
il y a pas assez d'autopsie à faire, donc t'es un peu obligé d'être dans un autre service en même temps. J'étais là, franchement, là, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais. Donc j'ai lâché l'affaire à la suite de ce coup de fil. J'ai plus voulu être médecin légiste. Après, j'ai voulu faire pas mal de trucs. À un moment, j'ai voulu être avocate pour les droits de l'homme, où je voulais partir aux États-Unis pour me battre contre la peine de mort, tu vois. Et puis finalement, je fais du stand-up. Oui. Oui. Aujourd'hui, si tu, genre la pandémie, tu t'es dit que t'allais faire un autre truc ou tu t'es dit non, je vais juste attendre et je reprendrai quand on pourra reprendre? Ou t'as quand même pensé J'ai pas du tout écrit. J'ai commencé à prendre des cours d'italien. Ouais, j'ai fait des recherches sur des trucs. Moi, j'aime bien apprendre des trucs. Tu vois, j'ai regardé des petites vidéos sur la géologie parce que j'adore la géologie. J'adore les roches. J'adore les cailloux. Tu vois, quand je suis dans le train, justement pour aller en Suisse, c'est magnifique. Tu vois toutes les couches de roches. Je trouve ça incroyable. Donc voilà, j'ai fait des petits cours en ligne de pas mal de trucs pour apprendre des trucs et voilà. Et si on te disait voilà, le stand-up ça existe plus, tu ferais quoi? Soit je resterais dans le milieu et je tenterais de devenir scénariste. Mm-hmm. Parce qu'en vrai, le premier truc qui me vient, c'est vulcanologue. Mais il faut reprendre les études. Il faut passer par la première année de bio. Sauf que moi, j'étais bonne en SVT, mais pas en génétique. En géologie, j'étais bonne. Et sauf que la première année de bio, tu te tapes de la génétique. Donc clairement, je suis mal partie. Donc je pourrais pas bosser dans les volcans. Donc je pense que j'écrirais des scénarios. Hein. Les deux seules possibilités au monde. Et t'écrirais quoi? T'écrirais des trucs qui sont pas comiques? Ouais, je pense. Je pense que j'écrirais des trucs pas comiques, ouais. Je sais pas, je pense que je ferais certainement un truc par rapport aux relations aussi, parce que je sais que c'est un sujet qui est beaucoup abordé, mais en vrai, c'est un sujet que tout le monde vit. Et je pense que je ferais un truc sur ça parce que à chaque fois que je regarde des films ou des séries, dans les histoires d'amour, franchement, moi, je me suis jamais reconnue. Hein. Donc, j'aimerais bien faire un truc sur ça. Pour toi, il manque quoi? La vérité. C'est-à-dire qu'ils finissent bien, mais tu sais, c'est les trucs d'amour passionnel où du coup, on rêve tous d'amour passionnel, sauf que la vérité, c'est que si le film, ils mettent 10 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils sont séparés. Quand le père, il vient chercher les gosses chez la mère, ils veulent pas se croiser parce qu'ils peuvent pas se saquer. Sinon, s'ils se croisent, ils viennent se crever les pneus. C'est ça, la vérité, tu vois. Mais ils arrêtent le film trop tôt, au niveau de la relation. Et donc, nous, on croit que c'est comme ça que ça va se terminer. Et faut déjà arriver à ce début-là, hein, je te dis. Hein. Donc, voilà, ça manque de vérité dans les films et dans les séries. Il y a que Lena Dunham, je trouve, qui a réussi à faire un truc plus vrai, quoi. Si, il y a aussi Phoebe Waller-Bridge avec... Fleabag. Ouais. Mais bon, voilà, ça arrive, mais... Girls, pour le coup, ça a quand même 10 ans, mais c'est quand même relativement récent, quoi. C'est quoi les récits, les histoires qui t'ont, toi, formé, mais en bien, tu vois? Pas dans le côté des illusions, des histoires... vraiment le côté où un peu les modèles, les trucs que tu dis, putain, si ça peut être ça la vie, j'en mets. Oh là là, mais je ne me suis jamais posé cette question. Donc ça me demande de la réflexion. Écoute, moi j'ai été conditionnée à Dirty Dancing. Donc évidemment, quand j'étais petite, je voulais que ça m'arrive étant ado. Donc tous les ans, quand je partais en camping en mobil-home avec mes parents, je me disais c'est peut-être mon été, quoi. Ça n'a jamais été mon été. Et de toute façon, il n'y avait pas de prof de danse dans les campings où on allait, puisqu'il n'y avait pas d'animateur. Le gros regret de ma vie. Donc franchement, je sais pas, c'est quoi toi? Donne-moi un exemple. Moi, je dirais que c'est l'Attrape-cœur, parce que c'est, je sais pas, mon roman préféré de la vie. Et genre, il a été écrit en super longtemps, et du coup, le personnage principal, il est, je trouve, un peu plus complexe, mais en n'étant pas non plus parfait. Et ouais, je sais pas, je l'aime vraiment bien, et je trouve que ses raisonnements, ses réflexions font sentir moins seul. Parce qu'il se pose des questions, mais il trouve pas nécessairement les réponses. Et c'est juste des flottements, comme dans la vraie vie. Et voilà, ça, j'aime assez bien. Alors pour le coup, moi, je lis pas de romans. Ok. J'aime pas trop ça. Ok. Et tu parlais d'être conditionné.
Dirty Dancing et tout. Et tu parles justement dans le spectacle, une des toutes premières phrases, je pense, c'est du fait d'être conditionné par la vie que t'es censé avoir et tout. Est-ce que toi, c'est un truc que tu ressens toujours aujourd'hui ? Ou est-ce que t'as un peu lâché ça et tu dis ok, c'est bon là. Je le ressens encore parce que effectivement, un exemple bête, je regardais encore des caméras cachées de François Damiens parce que je suis fan de François Damiens en fait. Ouais. Mais et donc voilà, là tu vois, j'héberge mon petit frère chez moi. On a re-regardé Le Pharmacien où il parle d'élastique anal. Moi, je n'en peux plus de rire et donc je parle de mon élastique anal à longueur de journée parce que ce terme est hilarant. Et il a des termes, moi je n'en peux plus de rire. Et dans une caméra cachée, il est dans un camping et il y a plein de vieux couples. Et vraiment, je me dis, mais c'est trop mignon. Moi, j'ai envie que mon futur, ce soit ça. Alors qu'en vrai, j'ai pas envie, à 70 balais, d'aller dans un mobil-home en vacances avec mon mari. Mais le fait de se dire, ils ont fait toute leur vie ensemble, alors que ça se trouve, c'est pas du tout le cas. Ils se sont rencontrés l'année d'avant parce qu'ils étaient veufs tous les deux. On en a aucune idée. C'est son crush du camping. Ou c'est son crush du camping. On sait pas, mais moi, dans ma tête, ils se sont rencontrés quand ils avaient 16 ans. Ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre et ils se sont jamais quittés. C'est ça dans ma tête, tu vois. Et du coup, je me dis, j'aimerais bien que ça m'arrive, sauf que c'est déjà trop tard puisque j'ai 32 ans. Mais donc, tu vois, j'ai encore des conditionnements comme ça. Mais bon, ça va, c'est pas les pires conditionnements non plus, quoi. Et venant de l'extérieur, des fois, tu le sens ? Ce truc d'attente vis-à-vis de toi ? Je le ressens moins parce que je pense que ça y est, ils ont compris, donc on me pose plus la question. Mais en tout cas, la question des enfants, du couple, on me l'a beaucoup posée. Ouais. Ah ouais ? Ouais, vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec ma mère il y a pas longtemps où je lui dis, tu sais maman, si j'ai jamais d'enfant, ce n'est pas grave. Il faut pas que tu aies de la peine pour moi. Ça ne me dérangera pas de jamais avoir d'enfant. Je le vivrai même très bien. Et du coup, elle m'a dit, ah oui, non, mais alors ça, t'inquiète pas, parce que même moi, je t'ai toujours dit de pas en faire. Je dis, bon, oui, on a compris. Mais c'était intéressant de parler avec elle parce que, et d'ailleurs, je lui ai dit à un moment, je dis, mais maman, en vrai, je sais que tu nous aimes tous profondément, mais en vrai, on va pas se mentir, tu n'as pas aimé la maternité. Et elle m'a dit, oui, bah, c'est vrai que ça m'a manqué d'arrêter de travailler, tout ce genre de trucs. Et je trouve que c'est bien qu'elle ait aussi l'honnêteté de me le dire parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans son cas. En fait, elles aiment leurs enfants, mais elles n'aiment pas la maternité. Bah, c'est juste arrête d'avoir une vie, quoi. Exactement. C'est fou, mais c'est fou de parler à ses parents de manière sincère. Mais c'est le seul truc, hein. Il y a eu que ça, hein. Ah oui, mais sinon, ils sont au courant de rien dans ma vie, sauf de ce qu'ils voient dans mon spectacle. Mais parce que voilà, on parlait de ça, donc je me suis dit, bon, vas-y, je vais quand même lui faire comprendre que si j'ai pas d'enfant, c'est pas grave. Parce que tu sais, des fois, t'as des parents qui s'inquiètent en disant, mais elle va finir seule au monde. Alors que tu peux avoir des enfants qui vont partir vivre de l'autre côté de la planète et tu finiras seule pareil, même si tu as des enfants. Et donc, c'est pour ça que je voulais te dire, pour voilà, la rassurer. Et donc, j'en suis arrivée à ça, voilà. Tu ressens encore du stress dans ton travail ? Ouais, par exemple, le nouveau passage sur le viol, j'étais tendue avant de le jouer, hein. Pour ma première à l'Européen, j'ai quand même stressé. Hier, ça allait. Ça dépend des moments. J'ai beaucoup moins de stress qu'avant. Parfois, j'en ai pas du tout. Ça dépend des périodes, ça dépend de tout ce qu'il y a à faire et effectivement, ça dépend des sujets. Et qu'est-ce qui te fait le plus peur dans ce métier ? C'est clairement le jugement des autres. C'est clairement le jugement des autres parce que même si j'arrive à m'en détacher, mine de rien, quand j'écris, je pense quand même à ce que les autres vont dire. Et pourquoi t'es moins stressée qu'avant ? Parce que quand j'ai tourné pour Netflix en 2018, j'ai eu tellement de stress en un mois, je pensais pas que c'était possible. J'ai même eu le cou bloqué, ça m'était jamais arrivé de toute ma vie. Que après ça, j'ai dit plus jamais je me mets dans un état comme ça pour mon travail. C'est pas ma vie, c'est mon travail. Donc plus jamais de ma vie je fais ça. Et donc je me suis détendue. Et t'y arrives ? Ouais, parce que finalement, juste après en septembre, donc on a tourné en juillet, en septembre j'ai une date, je joue dans une salle de genre 600 places. Et avant de monter sur scène, je suis hyper stressée parce que j'ai pas joué mon spectacle depuis 3 ou 4 mois. Et 5 minutes avant de monter sur scène, j'ai dit, on avait dit quoi ? On avait dit plus de stress. Et mon stress, il est parti direct. Ah ouais ? Ouais. T'as un corps qui t'écoute. Mais parce que je me parle beaucoup. Je me parle beaucoup, en fait.
Ah, mais quand je te dis on avait dit quoi, je pense que je l'ai réellement fait. Je me parle à moi-même, hein, Ok. à voix haute. Ouais. Ah ouais, moi aussi je fais ça. Bah, tu vois, Et je pense qu'un jour on va nous enfermer. peut-être. Mais je sais Ou pas. Peut-être qu'ils vont se rendre compte que c'est la technique. Alors moi je suis pas sûre. En tout cas pour moi, Ouais. ça marche pas de ouf. D'accord. Tu vois, parce que je me contredis beaucoup aussi. Ouais. Mais je sais pas. En fait, je sais pas si c'est un truc que tout le monde fait, mais personne le dit parce qu'on va avoir l'air fou. Alors que si ça se trouve, c'est juste un truc commun, quoi. Ou alors, c'est nous. Je sais pas, je pense que beaucoup. Moi, j'en avais parlé parce que justement, pendant le premier confinement, j'ai fait la moitié du confinement genre chez quelqu'un et la deuxième moitié seule. Et quand t'es seule et que t'as personne à qui parler, et ben du coup je me disais, c'est-à-dire que j'étais bon allez, je vais aller faire mon petit pipi et puis après je vais aller me faire à manger pour que ma voix elle sorte quand même à un moment dans la journée. Ouais. Et j'en ai parlé à des gens et ils m'ont dit ah oui non mais moi aussi j'ai fait ça, hein, pour quand même entendre, avoir une présence. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens en vrai, hein, qui font ça, hein. Tu vois, c'est aussi pour ça que j'aime bien parler de plein de trucs un peu bizarres dans mon spectacle, parce que la plupart des trucs dont je parle, j'ai l'impression d'avoir été la seule à les vivre, et en fait je me rends compte que pas du tout. Comment tu développes une idée Genre, t'as une idée d'un truc que tu trouves marrant, que tu pourrais bosser ou exploiter, soit sur scène, soit dans des vidéos ou quoi. Comment tu tires le fil? Ça dépend de chaque passage. Par exemple, le fétichisme des pieds, au moment où j'étais en train de vivre l'action, je me faisais tous les trucs dans ma tête de mais attends, mais quand je vais me lever, j'ai du lubrifiant sur les pieds. Et donc j'ai juste retranscrit ce que j'ai vécu. Ok. Donc celui-là, il a été écrit très rapidement. Et après, par exemple, les catacombes, j'ai essayé de raconter, mais les moments les plus où il se passait vraiment quelque chose, sinon c'était beaucoup trop long. Et bah par exemple le truc sur le viol, ou quand je vais avoir des sujets plus de société comme ça, je sais ce que je veux dire dedans, donc je me fais comme un plan, et après dedans je développe. Ok. Mais je dis ok, je veux parler de ça dedans, je veux parler de ça dedans, je veux parler de ça dedans, et ensuite je développe. Donc ça dépend si c'est des anecdotes qui me sont arrivées, si c'est des sujets de société, si c'est des trucs plutôt politiques. Ça fait longtemps que j'ai pas fait, mais quand je le faisais en télé, tu vois, c'était plus genre de l'observation, quoi. Ça dépend de chaque truc. Ça te plaisait la télé? J'ai bien aimé parce que j'aimais bien ceux avec qui je travaillais, mais en vrai, parler de sujets d'actu et de politique, moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. En tout cas, aujourd'hui. Et quand je le faisais non plus, aussi, ça me plaisait pas. Mais en plus, je me suis quand même tapé 5 semaines de gilets jaunes. Franchement, j'en pouvais plus, hein. mais donc, ouais, j'aime pas trop faire ça. Ok. Quand Netflix t'a appelé, genre, je pense qu'ils vous ont appelé méga tard, genre un mois avant. Fin juin, ouais, c'est ça. Tournage mi-juillet. 26 juillet, un truc comme Ok. ça. Est-ce que t'as été... Moi, je sais que dans les moments où on me propose un truc fou comme ça, mon premier réflexe, c'est pas du tout d'être contente. C'est me dire, oh putain, qu'est-ce que je vais devoir gérer comme stress. Et j'ai plus de peur que de joie. Est-ce que toi, comment t'as ressenti les choses? Alors déjà, quand Verino m'a appelé pour m'en parler, j'ai pas compris. Je croyais que c'était genre un appel d'offres. Et qu'il me disait, on va proposer ton profil à Netflix. Donc moi, j'étais là en mode, oui. Et je vois pas pourquoi on fait ça là, quoi. Et le lendemain, je l'ai de nouveau au téléphone. Il me dit, alors je crois que tu n'as pas du tout saisi. Et donc, il me dit que non, il voudrait que je tourne dedans. Donc, j'étais un peu choquée, tu vois. Je m'y attendais pas du tout. Et je comprends ce que tu dis avec le truc de... En fait, j'ai été contente. Et après, effectivement, je me suis dit, oh, d'accord, donc il faut que je lâche une demi-heure de mon spectacle. Donc, effectivement, ouais, j'ai été contente, mais quand même très vite, ça s'est arrêté pour laisser place à la peur, en fait, et le stress de tout gérer, quoi. Parce qu'effectivement, un mois avant pour 30 minutes, c'est court. C'est très court. Juste avant de monter sur scène, est-ce que t'étais quand même contente, un peu genre galvanisée, ou est-ce que t'avais juste envie de crever? Non, j'avais clairement envie de crever. J'avais ma jambe droite qui n'arrêtait pas de trembler même quand j'étais sur scène, et ça se voit pas à l'image, mais elle n'arrêtait pas de bouger. J'étais en panique totale.
C'est fou quand même. C'est un métier où les choses les plus cool qui nous arrivent, c'est jamais les plus agréables à vivre. Exactement. Et ce qui est hyper relou avec ce programme-là, c'est que moi, j'étais dans la salle. J'ai entendu les gens rigoler. Et quand on regarde le truc, on dirait qu'on prend des fours parce qu'ils font comme à Montreux, ils prennent pas les micros de la salle. Ah ouais? Moi, le réalisateur, il était venu à Paris au mois d'octobre et il m'avait dit, bah tiens, je vais te montrer les premières images, donc je vais le voir. Il me dit, je te rassure tout de suite, au niveau du son, ils ont pas encore ajouté, je sais plus s'il y avait 11 ou 17 micros dans la salle, ce qui est énorme. Effectivement, on n'entendait pas beaucoup, mais il m'a dit, en post-prod, ils vont rajouter les sons. Quand c'est sorti en janvier, c'était le même son. Je dis, ok. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'ils prennent que le son du micro de notre voix à nous, mais ils rajoutent pas les micros de la salle pour qu'on entende les rires, ce qui fait que t'entends à peine les rires qui rentrent dans le micro dans lequel nous, on parle. Et c'est un peu, t'as l'impression que tu prends un four comme un Montreux, quoi. C'est un peu relou. Ah, ça m'a pas marqué. Je l'ai regardé il y a quelques jours et ça m'a pas marqué. Mais moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, dis donc, c'était dur. J'ai dit, bah, en fait, j'y étais. Je te le dis que ce n'était pas dur du tout. On a vraiment cartonné, quoi. Ok. On a tourné 2 fois. Ma première, j'ai cartonné de ouf. La deuxième était hyper dure. Ah ouais? Et pour les 2 autres, c'était l'inverse. La première était plus dure que la deuxième. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que le public du premier était peut-être plus de mon humour à moi que des autres et l'inverse pour la deuxième. Ouais. Et quand tu te prends un four, t'arrives à te dire c'est pas moi le problème, c'est juste qu'on s'est pas trouvé? Ouais. Ouais. Oui, parce que on en arrive à un stade où on joue tellement partout qu'on sait que ce qu'on fait, ça fonctionne. Tu vois, par exemple, à Montreux cette année, heureusement qu'on a enregistré plusieurs fois parce que ce que je jouais, je le faisais avant en plateau, ça marchait très très bien. Donc quand je voyais que le public répondait pas beaucoup, j'étais là, ah oui, ok, c'est chaud. Mais ben, je peux pas remettre en question tout mon travail sur ça alors que je l'ai joué plein de fois avant et que ça marchait tout le temps. Mais si je vais jouer un truc pour la première fois et que ça marche pas, c'est pas le public que je vais remettre en question, c'est clairement mon texte, ouais. Okay. Et t'as réussi assez rapidement à trouver de la légitimité quand tu montais sur scène, ou il t'a fallu du temps avant de pas être intimidé en fait? Bah, moi, j'ai un parcours un peu particulier puisque avant de faire du stand-up, je faisais pas vraiment du stand-up, tu vois. Tu faisais de l'absurde? Ouais, c'est ça. Ou comme d'ailleurs Shirley le dit très bien pour parler aussi d'elle, je faisais de l'humour mais pas du stand-up. Okay. Et quand j'ai commencé à faire du stand-up, j'ai été appelée assez rapidement à jouer un peu partout. Donc ça va et je pense que j'ai pas eu trop de mal à me sentir légitime parce que ça faisait déjà genre 6 ans que je faisais de l'humour, tu vois. Donc j'ai dit ça va, j'ai quand même si c'était pas le même style, j'ai quand même fait déjà un peu mon temps. Donc ça va parce que j'ai commencé le stand-up vraiment en janvier 2016 et j'ai commencé à être appelée pour pas mal de trucs tout de suite dans la même année. Ça a vraiment pas pris beaucoup de temps alors qu'avant je galérais, quoi. Et pourquoi tu faisais de l'absurde? Qu'est-ce qui te... J'aimais bien ça, mais j'aime toujours ça. Mais ouais, j'aimais bien, ça me faisait marrer. J'ai toujours aimé les trucs vraiment cons. Bah, c'est aussi pour ça que j'adore François Damiens. Hein. Il est pas sérieux, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait marrer le plus? Ce qui me fait marrer le plus, ben les caméras cachées de François Damiens. Ah non, mais je suis vraiment fan de lui. Hein. Je le trouve incroyable. Non, ce qui me fait marrer le plus, je sais pas. Est-ce que c'est du stand-up qui me fait marrer le plus? C'est une bonne question, ça. Je me rends compte que je rigole pas beaucoup dans la vie, moi. Mais t'arrives encore à te marrer devant du stand-up? Oui, ça m'arrive. Mais effectivement, on est, je pense, comme toi, plus dans l'analyse, quoi. Mais oui, ça m'arrive encore de me marrer, ouais. Heureusement, parce que sinon, ça serait quand même hyper relou. Hein. Ouais, mais moi, en salle, je suis capable d'énormément rire vraiment tout fort. Mais en regardant des shows sur Netflix et tout, je peux passer un très bon moment, mais pas rire une seule fois, quoi. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, parce qu'en vidéo, c'est plus compliqué. Et en même temps, tu vois, j'ai regardé le spectacle de Thomas VDB. J'ai dû le regarder pendant le 2e confinement. Et vraiment, alors que normalement, effectivement, en vidéo, je rigole pas beaucoup, mais là, je riais fort. Je riais vraiment fort. Je pense que ça dépend, ouais. En même temps, Thomas VDB, quoi. Oui. C'était bon chien-chien? Ouais. Il est tellement con, ce gars. Mais moi, vraiment, même ses posts, ils me font tellement rire. Là, j'ai vu qu'il avait posté il y a pas longtemps que Netflix lui conseillait son spectacle que à 62%. Ouais, c'est ça.
Je trouve ça fou. Ouais. Est-ce que toi, si tu te connaissais pas, tu te ferais rire? Bah, c'est une bonne question, ça. Bah, si je racontais exactement les mêmes histoires, je pense, ouais. Oui, puisque de base, quand je parle d'un truc, c'est que ça me fait marrer. C'est juste que il y a beaucoup de stand-uppers, quand ils racontent leurs blagues, ils commencent à rigoler avant même de l'avoir commencé. Et nous, on le fait pas. Ah, moi, des fois, si. Toi, des fois, tu le fais. Des fois, mais il y a beaucoup de choses que on fait des podcasts qui s'appellent Imagine ça parle de ça, où je les joue une seule fois, et donc on vient de les écrire, et donc j'ai pas encore eu le temps de digérer le fait que je trouvais ça vraiment drôle. Et du coup, des fois, je me marre totalement à mes propres blagues. Ok. Mais voilà, c'est que c'est aussi un truc que tu joues pour la première fois. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des blagues pour la première fois et de rigoler. Mais vraiment, il y a des humoristes, tu vois leur passage. Toi, ça fait 15 fois que tu l'as vu, donc tu sais qu'eux, ils l'ont déjà joué au moins 83 fois. Et ils rigolent à chaque fois. Mais pourquoi je dis ça? Ah oui, parce que moi, je rigole pas à mes blagues sur scène. Mais de base, elles me font marrer. Donc je pense que si je me connaissais pas, je me ferais rire, ouais. Qu'est-ce qui a évolué dans ta façon de faire du stand-up? C'est quoi les trucs où tu sais que t'as changé? Les trucs que t'as compris et tout, les pièges dans lesquels tu tombes plus, ou bien au contraire les facilités que tu prends parce que tu sais que c'est un peu une béquille. Alors, j'essaye de m'éloigner de la facilité pour le coup. Tu vois, j'écris un peu avec quelqu'un qui, des fois, me dit des trucs et je dis non, mais ça, c'est des mécaniques en stand-up qui sont trop vues, quoi. Moi, je veux pas faire ça. Ce qui a évolué, c'est apparemment, je suis beaucoup plus souriante sur scène. Donc, on a envie d'être amis avec moi. Ok. Avant, j'étais pas du tout souriante sur scène. Là, apparemment, j'ai l'air beaucoup plus sympa, mais je m'en suis pas rendu compte de ce changement. Parce que moi, je vois pas forcément les trucs d'évolution, tu sais, vu que je me vois pas, enfin, je me vois tous les jours, mais de ce qu'on me dit, c'est ça. Et qu'apparemment, je vais plus loin dans les sujets qu'avant. Okay. Avant, j'avais le début et j'allais pas en profondeur dans le sujet, quoi. Et là, je le fais plus, apparemment. Ok. Et t'es jamais retombée sur une de tes vieilles vidéos et tu dis, oh putain. Ah bah si. C'est très gênant, très embarrassant. Je suis embarrassée pour moi. Tu fais quoi quand tu joues pas? Eh bien, soit j'essaye d'avoir une vie sociale et de voir des gens, soit des fois je me dis je vais juste rester chez moi, et soit je regarde un film ou je lis un livre. Ok. Voilà. T'as pas dit que ou tu mon pas petit lire. magazine. Ah non, j'ai dit que je n'aimais pas lire les romans. Ah d'accord. Ah je oui. lis beaucoup, mais j'aime pas les romans. Tu lis quoi? Je lis des livres dans lesquels je vais apprendre des trucs. Je lis beaucoup de trucs sur les femmes, j'avoue. Là, j'ai un truc sur sorcière et infirmière, je me rappelle pas du titre exactement, qui a été écrit dans les années 70, sur la place de la femme en médecine, l'évolution, tout ça, avec le fait qu'avant, les femmes avaient pas le droit d'étudier, qu'on leur a enlevé toutes leurs connaissances en médecine avec les herbes, tout ce genre de choses. Mon petit frère, pour Noël, qui m'a acheté, il faut que je le lise bientôt, un livre sur le génocide au Rwanda. Voilà, c'est le genre de livre que je lis, moi. Donc c'est ça, et j'ai aussi mon abonnement à Science et Vie que je lis aussi à côté. Donc voilà, j'aime pas les... Si, j'ai quand même lu les romans de Margaret Atwood parce que je suis vraiment fan de la série. Mais sinon, j'ai une copine aussi qui m'a offert un roman pour mon anniversaire en me disant tu verras, j'ai adoré. Et vraiment, je me force à lire en disant c'est un cadeau, Tania, il faut le lire, il faut le lire. Et après, je dis ok, je pense que ça va finir comme ça. Je suis allée à la dernière page, j'ai dit ok, bah c'était bien ça. Et je dis voilà, on a compris. On passe à un autre livre là parce que c'est assez de temps perdu. Vraiment, c'est... Ou alors les romans où il y a une vraie histoire dedans. Par exemple, j'ai lu La Formule de Dieu, c'est un roman, mais c'est la base, c'est des recherches de Einstein, tu vois. Ok, ouais. Où du coup, t'apprends des trucs dedans. C'est ça que j'aime. D'accord. T'es étonnée? On dirait que tu es étonnée. Non, mais c'est juste que moi, c'est tellement loin de ce que je lis que j'ai du mal à... J'oublie que ça existe, tu vois. Parce que moi, je lis très peu de choses qui m'apprennent des trucs. Je suis D'accord. plus genre, faites-moi ressentir des émotions, plus que de me donner des connaissances. Ah oui, mais parce que du coup, mais il y a plein de gens aussi comme ça, ils préfèrent lire un roman parce qu'ils ont l'impression de penser à rien d'autre. Ouais, et c'est ça. Pour s'évader, quoi. Ouais, je veux pas de la vraie vie. C'est mon loisir. Ouais, je comprends. Fais-moi la paix. Je comprends. Ouais. Je t'ai lu dire que t'avais envie de tester un peu d'autres trucs et tout, genre de lancer un podcast, d'écrire un roman, de faire du ciné et tout. Pas d'écrire un roman, d'écrire un livre.
Pardon, oui, Un pardon. livre. Pardon. Ce serait quand même se foutre de la gueule du monde que la meuf déteste les romans Oui, non, c'est et qu'elle vrai. écrive un roman. C'est possible, c'est honnêtement, c'est possible. Mais il y en a plein qui font de l'humour qui regardent jamais d'humour. Oui, c'est vrai, moi j'en regarde pas beaucoup, j'avoue. Mais t'écrirais quoi? Mais en fait, c'est pas que j'ai eu envie d'écrire un livre, c'est que j'ai été démarchée 2 fois par des maisons d'édition pour que j'écrive un livre et j'étais là, mais ok, je vais faire sur quoi? Et en fait, je pense que la thématique des autres de mon spectacle pourrait être un bon début de livre. En fait, je sais pas, pour l'instant, je me suis pas encore, je me dis peut-être qu'un jour ça viendra, j'écrirai des trucs dessus. Mais je pense que voilà, raconter des anecdotes comme ça peut être pas mal. Et après, dans les autres projets, j'avais dit quoi? Je voulais faire quoi? Lancer un podcast, faire du ciné. Ouais, j'aimerais bien lancer un podcast, mais encore sur la thématique des autres. J'ai fait un pilote avec Paul. Faut Taylor? que je vois ce que je peux en faire. Ouais, Paul Taylor, où je lui demandais de me raconter des anecdotes dans lesquelles les autres lui avaient pourri la vie. Où évidemment, du coup, je lui demandais un peu en amont les sujets comme ça. Moi, je savais ce que j'allais raconter de moi. Mais ouais, j'aimerais bien faire ça. Là, j'avoue que j'ai pas beaucoup de temps. On verra. Faire du cinéma, c'est pas forcément un truc que j'ai vraiment envie de faire, mais j'aimerais bien. Mais je fais pas les démarches. J'ai pas d'agent. Je cherche pas à en avoir un. C'est plutôt si j'ai des propositions, bah comme j'ai eu l'année dernière, je fais. Mais je suis pas en recherche active de ça. Okay. En tout cas, je préférerais moi écrire quelque chose et jouer dedans. Comment tu fais la distinction? Je trouve que c'est un truc assez difficile quand on... Je trouve surtout après le premier spectacle, parce que t'as pris un peu des automatismes et tout. Comment tu fais la distinction entre l'autodérision et l'autodénigrement? Alors ça, c'est un sujet où effectivement, et ça a été un sujet ce matin lors de ma thérapie, c'est que je me dénigre beaucoup, mais sans m'en rendre compte. Donc là, j'avoue que je pourrais pas non plus te répondre parce que... Et oui, c'est aussi un truc de Nanette d'ailleurs, mais en fait, de base, je préfère me moquer de moi de toute façon que de me moquer des autres. Donc j'irai toujours vers ça. Mais oui, je sais pas vraiment faire la distinction. Et est-ce que c'est un truc qui te pose problème ou tu te dis tant pis? Non, je me dis tant pis parce que je préfère vraiment me moquer de moi que des autres. J'aime pas ça. Oui, non, ça c'est sûr, mais... Ou genre pas le faire, tu vois. Ouais, je sais. Non, c'est compliqué de faire de l'humour sans te taper sur un truc, parce que il faut Exactement. Exactement. Moi, effectivement, c'est ce qui m'est resté du spectacle d'Anna Gatsby, c'est qu'elle a complètement raison sur ce qu'elle dit. Et en même temps, c'est dur de pas se moquer de soi dans beaucoup de situations qu'on vit. C'est dur. Mais effectivement, il y a aussi une différence entre se moquer de soi et se dénigrer complètement, ouais. Tu trouves que je me dénigre dans mon spectacle? Ça m'a pas marqué. Parce que pour le coup, je me suis pas posé la question. Non, ça m'a pas marqué dans celui-ci, mais je sais que de manière générale, c'est un truc qu'on a tendance à souvent faire, parce que c'est plus simple, parce que c'est plus facile de se moquer de soi plutôt que de régler le problème qui fait qu'on agit comme ça. Et voilà. Et donc, et puis ouais, je me pose beaucoup la question là pour quand j'écris des nouveaux trucs, parce que c'est tellement la voie facile que j'ai tendance à aller vers ça. Et d'ailleurs, avec des copains, des fois, on se lance un peu des petits défis, genre écris en 5 minutes, nanana. Et là, on avait écrit en 5 minutes sans te moquer de toi. Et j'étais comme, mais de quoi veux-tu que je parle? Non, hein. Et du coup, je l'ai pas fait. Parce que vraiment, c'est compliqué, en fait. Ouais. Je suis le seul truc sur lequel j'ai un peu une expertise. Donc voilà. C'est quoi le truc dont t'es la plus fière? Je pense que c'est d'avoir fait un 30 minutes sur Netflix. Je pense que c'est ça, ouais. Et c'est quoi ton objectif dans ce milieu? Mais ma pauvre, tu sais que c'est terrible parce que j'ai l'impression quand je parle avec les autres, ils savent où ils veulent aller. Moi, je me laisse porter. Parce que je suis déjà contente de ce que j'ai, parce que c'est ce que je voulais avoir à la base. Et tu vois, tout le monde... Par exemple, les gens disent « Tu verras quand tu feras l'Olympia ». Et je suis là, mais en fait, l'Olympia n'est pas mon rêve. Donc, franchement, je sais pas. En plus, tu vois, j'ai monté ma boîte de prod, tout ça. Je me dis, je suis vraiment la pire productrice de la Terre parce que je fais rien avec cette boîte. Et je sais pas où je veux aller. Je dis, on verra. J'en ai aucune idée, quoi. Mais tu sais, il y a aussi tellement de trucs où finalement,
t'as l'impression à un moment que ça va marcher, que tu restes un peu au même niveau, tu stagnes, que tu te dis, en fait, je vais arrêter de me mettre des objectifs parce que si je les atteins pas, je vais être déçue. Donc, en fait, limite, je préfère laisser voir venir que me dire, OK, je veux ça, je veux ça, je veux ça, en me disant que si ça arrive pas, je vais être déçue. Ouais, mais d'un côté, c'est compliqué d'avancer quand t'as pas un objectif, quand tu connais pas la direction. Ah ouais, de ouf. Mais après, mon objectif, c'est que j'aimerais bien à un moment être propriétaire du Théâtre Antoine. Donc ça va être un peu un souci avec Jean-Marc Production. Jean-Marc Dumontet Production. Jean-Marc Production. JMP. Bonjour, enchanté, Jean-Marc Production. Votre profil m'intéresse. J'aimerais ça. Après, oui, mon objectif rêvé, voilà, le Théâtre Antoine qui m'appartient parce que je trouve ce théâtre magnifique. J'aimerais aussi recommencer à jouer en anglais et aller jouer dans pas mal de pays en Europe, tu vois, pour aller dans des rodés, dans des comédie clubs, visiter en même temps. J'aimerais bien aussi aller beaucoup plus souvent à Montréal pour jouer là-bas. Il y a plein de trucs dont j'ai envie, mais ah ouais, t'as raison. Il faut vraiment que je me pose devant une feuille de papier et que je note tout ça. Hein. Tu fais ça chaque année, en mode un peu thérapeutique. Mais je le faisais avant. Mais comme ça n'arrivait pas. Après, je regardais, je dis, les objectifs, ils sont pas atteints. Du coup, on va remettre les mêmes pour l'année prochaine. Oui, j'ai fait pareil. Mais l'année d'après, ils étaient toujours pas atteints. Ouais, je sais. Donc, j'ai abandonné. Mais d'un côté, je pense que c'est parce qu'on se fixe un peu des trucs très généraux comme ça. Ouais, genre mieux, je sais pas. Moi, je sais qu'il y a toujours genre mieux manger. Tu fais mais mieux manger, c'est pas un objectif. C'est trop vague. Et donc, tu peux pas atteindre un truc parce qu'il y aura toujours mieux. Et ouais, non, je pense que c'est des trucs trop vagues. Je sais pas, c'est vrai que j'ai les mêmes depuis 3 ans aussi. Et voilà, mais moi aussi, j'ai même fait les trucs à la nouvelle lune, de dire je veux, et de les regarder à la pleine lune si c'est arrivé. Non. Je connaissais pas ce principe. C'est tu donnes tes intentions à la lune. Et donc, les soirs de nouvelle lune, mais tu sais, c'est dans les trucs un peu mystiques. Moi, j'ai des trucs un peu bizarres. Et donc, tu prends une feuille de papier, tu notes, tu dis je veux. Faut parler que au positif. Okay. C'est ce que tu veux. Faut pas dire de négatif. Tu les lis à voix haute. Et du coup, ça va se réaliser puisque tu les demandes à la lune. Fanny, tu ne savais pas? Maintenant, tu le sais. Tu parles seul tout haut, c'est que tu parles à la lune. Je parle à la lune. Et d'ailleurs, quand est la prochaine nouvelle lune pour que tu puisses le faire? Ah ouais, il faut vite que je me... Comme ça, tu le feras. Parce que j'ai une application aussi qui me dit les lunes. Donc, EcoStar? Non. Ah. Ce petit regard Non. J'ai baroudé par là. Je n'ai rien compris à leurs histoires. Et j'ai arrêté d'aller barouder. Hein. Oui, ouais, j'aime juste bien la petite phrase qui te disent chaque jour. Non, moi j'ai arrêté complètement parce que vraiment j'étais là, ça va être la pleine lune, donc on sera en nouvelle lune d'ici 2-3 semaines, quoi, dernier croissant. La nouvelle lune arrive le 2 mars. Donc la nuit du 2 mars, on fait quoi? On prend son petit papier, son petit stylo, on allume des petites bougies et on parle avec la lune. D'accord, Fanny? D'accord. Voilà. Merci Tania. De rien. J'espère que cette discussion vous a plu. Tania Dutel joue son spectacle en ce moment à l'Européen à Paris, ainsi qu'un peu partout en France, en Belgique, en Suisse. Dans la description, je vous mets le lien pour trouver toutes ces dates, ainsi que tous les endroits où la trouver sur les réseaux. Et évidemment, des liens vers ses passages montreux et son 30 minutes Netflix. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de mettre des étoiles sur iTunes, sur Spotify, voire de soutenir sur Patreon si vous le voulez et pouvez. Prochain épisode dans 2 semaines, mais d'ici là, on se retrouve sur Facebook, Twitter, Instagram. Surtout Instagram, c'est là que je poste le plus. Il y a des podcasts, il y a des chroniques, il y a des vidéos de blagues. Pour me trouver, il suffit de taper Fanny Ruet. Des bisous! Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, l'irrésistible Maxime Moitieu.